Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un jeu qui s'appelle Imperator, jeu de Bruno Guérin, édité par JDR Éditions, donc un jeu purement français, pour lequel je trouve qu'on ne le met pas assez en avant, car c'est vraiment un très très bon jeu. Il rentre dans le cadre des jeux historiques. Alors je sais qu'en général, quand on parle de jeux de rôle historiques, cela fait un peu peur, mais je vous assure, il n'y a pas besoin d'être historien pour pouvoir jouer à Imperator. Vous avez vu des péplums, vous pouvez jouer à Imperator, hein, il n'y a pas de souci. Hein. En fait, qu'est-ce que nous propose Imperator? En fait, Imperator nous propose de jouer en fait dans la Rome antique sur une période d'à peu près de moins 91 jusqu'au règne d'Adrien en 138 après Jésus-Christ. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer là-dedans? En fait, vous pouvez jouer justement à peu près tout et n'importe quoi. N'importe quoi n'est pas péjoratif, hein. Simplement que la gamme de personnages, l'éventail de personnages est assez large. Ça peut aller du légionnaire romain au consul, au voleur des bas-fonds, au gladiateur, au prêtre de Jupiter ou d'un autre dieu de votre choix. Ça peut être un marchand, voilà. Donc, l'éventail en fait de personnages jouables est vraiment très grand. Euh, Toutefois, je mettrai quand même en garde un maître de jeu. Il faut quand même avoir une certaine cohérence en fait dans les personnages que vous prenez. En effet, il va être assez difficile d'avoir dans le même groupe, je ne sais pas moi, un sénateur, un voleur des bas-fonds, un, un, un prêtre, oui, un prêtre, un membre du collège de l'Aventin. Bref, il va falloir cadrer au départ, à mon avis, votre groupe pour avoir quelque chose d'homogène et surtout quelque chose un groupe qui peut évoluer ensemble, quoi. Mis à part cela, une fois que vous avez cadré ça, je pense que le jeu est vraiment très très bon au moins pour que les joueurs qui s'intéressent à l'antique, hein, à l'Antiquité. Les sources d'inspiration, ça va être la série Rome qui a déjà plusieurs années maintenant, effectivement, oui. Sur 2 saisons, une série de HBO qui est vraiment très très chouette et là, par contre, c'est vraiment une inspiration pour Imperator. Plus récemment, on a eu Barbarians, Britannia. euh, Tout ça, ce sont des sources d'inspiration. Après, vous pouvez prendre Gladiator, les péplums classiques, Ben-Hur, etc., voilà. Euh, bon, pour revenir au jeu, comment en fait comment va être classifié, enfin comment va être défini votre héros. Euh, on va voir ça sur la feuille de personnage. Donc voici la feuille de personnage Imperator. Donc on remarque tout de suite en fait ces 4 gros cercles qui représentent les caractéristiques de votre personnage. Donc nous avons en premier le corpus. Le corpus, qu'est-ce que c'est? C'est toute la valeur physique, en fait, tout ce qui représente le physique de votre personnage. Est-il fort? Est-il résistant? C'est le corpus. Nous avons le charisma. Le charisma, ça va définir toutes les relations en fait sociales de votre personnage. Euh, est-il bon comédien? A-t-il une prestance de commandement, ce genre de choses? Le sensus, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça représente tous les sens du personnage. Euh, la vision, l'odeur, mais plus que ça aussi, par exemple son orientation, voilà. Enfin, sa capacité à s'orienter, je veux dire. Le spiritus, c'est tout ce qui est esprit, donc son intelligence, voilà. Donc en fait, dans ces quatre caractéristiques, vous allez avoir une valeur comprise entre 1 et 5. Hein. Et vous allez avoir effectivement associé à chaque euh, caractéristique une liste de compétences. Donc pour le corpus, pour le charisma, pour le sensus, pour le spiritus. Elles vont être associées à une compétence. Le système en lui-même est relativement simple.
hein, ça va vous rappeler en fait les World of Darkness, hein, Vampire et compagnie. Donc en fait, pour faire une action, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait la somme du corpus, la somme de la caractéristique, la somme de la compétence associée. Ça vous donne un nombre de D10 annoncé et vous devez dépasser un certain seuil. Vous allez me dire, c'est tout à fait classique. Je vous répondrai oui, sauf. Sauf qu'en fait, Bruno Guérin a eu une excellente idée. C'est-à-dire, on va favoriser, le système va favoriser le niveau des compétences. C'est-à-dire, vous allez avoir, plus votre compétence va être élevée, plus le chiffre à atteindre va être bas. Par exemple, on va dire pour une difficulté normale, euh, si vous n'avez aucun point de compétence, je ne sais pas moi, pour par exemple faire l'équitation, par exemple. Donc vous allez faire la somme de votre corpus plus de votre équitation. Donc admettons que vous ayez 3 en corpus, vous êtes déjà pas mal balèze, donc vous allez lancer 3 dés. Mais là, il va falloir faire 8. Admettons le contraire. Il y a quelqu'un qui a 1 en corpus, mais qui a 2 en équitation. Donc là, par contre, au lieu de faire 8, on va lui demander de faire 6. Et en fait, le nombre de dés sera identique, mais comme il sera meilleur, comme le personnage sera meilleur dans la caractéristique, la difficulté, enfin le chiffre à battre, sera inférieur. Et donc, en fait, cela permet de prioriser les caractéristiques plutôt que... Enfin, non, pas les caractéristiques, justement, les compétences par rapport aux caractéristiques. Et ça, je trouve ça plutôt bien vu et assez intéressant. Voilà, donc en fait, votre personnage va être défini comme ça. Qu'est-ce qui va... Ça va être ses caractéristiques de base. Un autre système important dans ce jeu, c'est la gloire. Donc la gloire, vous allez l'obtenir en fait de différentes manières, en faisant des actions héroïques, toujours en public, hein, bien entendu. Vous faites votre action héroïque dans votre coin, tout le monde s'en fout, hein, on est bien d'accord. Ou alors arriver à vaincre quelqu'un qui a plus de gloire que vous, vous allez obtenir de la gloire. À vaincre, alors quand je dis vaincre, hein, c'est pas uniquement au combat, ça peut être de la rhétorique, ça peut être du spectacle, ça peut être un tas de choses. Donc ça va vous donner des points de gloire. Des points de gloire qui vont se cumuler, hein. Vous avez un total de points de gloire qui va se cumuler avec les points de gloire associés, et donc et vous allez pouvoir aussi dépenser des points de gloire. Les points de gloire, eux, ne vont pas faire baisser votre total, mais vont faire baisser votre total disponible. Un truc très intéressant, en fait, dans le jeu, c'est qu'au début du jeu, en fait, chaque joueur peut mettre dans un pot commun un certain nombre à sa convenance, un certain nombre de points de gloire qui est disponible pour son personnage, et le mettre à la disposition de tout le monde. Et en fait, l'utilisation de la gloire, elle est indiquée ici. En fait, pour chaque point de gloire utilisé, qu'il s'agisse d'un point disponible ou d'un point de groupe, vous pouvez lancer un dé supplémentaire pour une action sans autant modifier le niveau d'expertise. Donc en fait, vous lancez un dé 10 en plus de votre total disponible, total normal. Après, vous pouvez utiliser des points de gloire de groupe, ce qui est très intéressant. Vous pouvez ponctuellement et de façon cumulative abaisser le niveau de difficulté d'une action et donc augmenter les chances de réussite du personnage. Donc, admettons, vous avez 3 points de gloire au centre de la table, il faut que vous fassiez 6 pour réussir votre action, vous décidez de les dépenser tous, il suffira de faire 3. Si vous utilisez un point de gloire individuel, donc ça c'est vraiment ce que vous n'avez pas donné au groupe, dans ce cas-là, on double le nombre de réussites qui sont obtenues lors d'un jet, ce qui peut être très très intéressant au niveau d'un combat. Hein. Là, vous pouvez achever un adversaire en un coup quasiment. Et vous pouvez aussi dépenser le triple de votre corpus en points de gloire pour éviter une mort certaine. Voilà. Donc en fait, la gloire, c'est une sorte de point de héros, avec ce petit plus de pouvoir la partager avec tout le monde, ce qui est quand même assez sympa. Voilà, donc en fait, votre apprenti héros va commencer à 15 ans, et il va embrasser une carrière. Donc en fait, les carrières sont échelonnées, il y a 3 niveaux, les carrières sont classées en cursus.
Vous allez avoir par exemple le cursus de la reine, le cursus des arts, le cursus militaire, le cursus marchand, le cursus plébéien, le cursus de roublard, le cursus religieux, le cursus politique et d'autres. Donc en fait, votre personnage va choisir en fait une première carrière, une carrière primaire. Cela va le monter, donc va l'emmener à 25 ans. Chaque carrière va lui donner en fait des points, enfin des compétences, en fait, des niveaux de compétences. Donc voilà. Ensuite, votre personnage vous allez pouvoir lui faire entamer une deuxième carrière, ce qui vous coûte des points de création, car ce que je n'ai pas dit, c'est que en fait, la création d'un personnage est basée uniquement sur des points de création. Il n'y a pas de jet de dés, il n'y a rien du tout. Donc vous avez un certain nombre de points de création, vous allez les dépenser pour mettre dans vos caractéristiques, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, corpus, charisme, etc. Ce qui coûte relativement cher, hein. Genre, si je me de mémoire comme ça, si vous voulez mettre 5 dans une caractéristique, ça vous coûte 150 points de création, en sachant que vous en avez 200. Voilà. Voilà. Donc, embrasser une deuxième carrière, ça coûte 50 points également. Oh, ça fait beaucoup, hein, on est bien d'accord. On allez me dire, mais comment je fais? Alors, comment on fait? En fait, vous allez, votre personnage, vous allez lui donner des avantages. Il a peut-être balafré, il a peut-être des perversions sexuelles, il est peut-être redevable de quelqu'un, etc., etc. Chacune de ces... Alors, bien entendu, vous pouvez aussi lui acheter des avantages, hein, mais là, ça vous coûte aussi des points de création. Chacun de ces avantages, des avantages sont classés, en fait, selon si ce sont des avantages sociétaux, ou des avantages sociétaux, physiques, etc. Donc, par exemple, nous avons le cursus de la reine, ça va être du provocateur jusqu'au laniste, ça va être, pour le cursus de marchand, on peut aller d'agriculteur jusqu'à tenancier de lupanar. Le politique, bah, vous pouvez commencer depuis le questeur jusqu'au consul, etc., etc. Donc à vous de déterminer que votre personnage, que plus vous allez lui prendre de carrière, plus il va être fort, mais plus il va vieillir. Et surtout, plus vous allez obligé de lui prendre des désavantages, sinon vous n'arriverez pas à le construire, votre personnage. Donc voilà, et ça va vous donner donc toute votre liste de compétences avec ses niveaux, et donc voilà en gros comment se crée un personnage à Imperator. Je voulais revenir un petit peu sur les carrières, donc voilà. Là par exemple, je vais vous prendre le cas du cursus militaire, voilà. Vous avez une carrière primaire, une carrière secondaire et une carrière tertiaire. Parmi chaque carrière, vous avez en grosso modo ce qu'on pourrait appeler une profession. Donc, par exemple, pour la carrière militaire, vous choisissez entre aurige, auxiliaire, cavalier, éclaireur, légionnaire, licteur ou soldat, tout simplement. Chaque carrière vous donne, en fait, derrière chaque profession est indiqué un certain nombre de compétences. À chaque fois que vous avez une carrière, vous avez un point de compétence dans chacune qui sont affichées ici, plus un point dans une autre, quelle qu'elle soit. La carrière secondaire, vous allez de nouveau choisir une profession, et dans cette profession, ça va vous donner aussi un certain nombre de compétences où vous gagnez également un point. Donc en fait, à chaque fois que vous choisissez une carrière, vous avez vos compétences qui sont indiquées. Et vous avez à chaque fois que vous choisissez une carrière, vous avez une compétence en plus que vous choisissez, peu importe laquelle. Voilà, ça c'est un peu pour la manière de construire son personnage. En sachant, vous voyez, le cursus militaire, la carrière primaire, vous allez être, je sais pas, licteur. Donc licteur, c'est les gardes du corps, hein, employés par les sénateurs, par exemple. La carrière tertiaire militaire vous amène carrément au niveau de préfet militaire, tribun, général, légat. Les légats commandent les légions. Hein. Donc, ça vous amène assez haut, effectivement, dans la hiérarchie militaire. Voilà. Donc ça, c'est pour les cursus.
Je n'ai pas trop parlé en fait du livre en lui-même. Le livre en lui-même, en fait, c'est un livre de 200 pages à peu près, qui est assez bien illustré sur 2 colonnes, bien présenté, hein, si je peux vous montrer par exemple tout cela. Et bon, les illustrations seront assez chouettes, donc voilà. Le système de combat, alors le système de combat c'est clair, hein, il faut pas prendre, on va pas rentrer on va pas sortir le glaive à tout bout de champ, hein. Cela risque d'être très mortel. En fait, le système est assez furieux, assez nerveux à mon avis, parce qu'en fait, quand vous faites une attaque, le défenseur va lancer ses dés aussi, et s'il vous bat, c'est lui qui vous touche. Donc en fait, c'est attaque contre attaque. Résultat des courses, les combats sont rapides et, les dégâts vont très vite vous faire tomber votre perso, hein, si vous ne faites pas attention. Donc en fait, sortir le glaive, c'est bien. Il faut savoir contre qui on le sort et si on le sort à bon escient ou pas, hein. Voilà. Voilà, je parlais tout à l'heure donc les cursus du personnage. Donc là, vous voyez le cursus de l'arène, donc carrière primaire de l'arène, secondaire, tertiaire, etc. Donc vous voyez cursus des arts et spectacles, cursus marchand, militaire, naval, occulte, plébéien, politique, religieux, roublard, érudition, et voilà, et c'est tout. Et donc ça va vous permettre d'avoir des personnages très différents les uns des autres, et comme je disais, c'est justement peut-être la difficulté, c'est de bien arriver à cadrer vos personnages avant de commencer à jouer pour que tout ce beau monde puisse jouer ensemble, ce qui n'est pas si simple que ça, hein, au premier abord, hein. Voilà, les avantages et les défauts que je parlais tout à l'heure, donc ils sont classés, vous voyez, en physique, en sociaux, par exemple, vous pouvez être d'ascendance divine, hein, comme César qui se disait descendant de Vénus, des défauts spirituels ou des avantages, etc., etc. Nous avons toutes les listes de compétences, on ne va pas en faire le détail, hein. Je voulais parler aussi des arts divinatoires dans le jeu. Les arts divinatoires, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que même si... donc les prêtres, en fait, au début d'une partie, le prêtre, s'il y a un prêtre dans le groupe, il peut faire une divination. La divination, il va lancer son jet de dés, ça va être tout à fait classique pour réussir son action divinatoire. Là, le maître de jeu va lui donner, en fonction de sa réussite, ou pas, va lui donner un certain nombre de signes. Signes, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un vol d'oiseau, ça peut être un coup de tonnerre, ça peut être enfin à peu près tout et n'importe quoi. Et ces signes-là vont devoir être interprétés par le devin. Et si le devin réussit son jet, réussit son truc, il va donner en fait une prédiction dans laquelle le maître de jeu va devoir tenir compte dans sa maîtrise, dans sa partie. Il va devoir, si le divin a réussi, sa divination, quelque part, doit prendre forme dans la partie. Et ça, j'aime bien. Ça donne un petit côté surnaturel sans être vraiment un truc Deus ex machina. Et moi, je trouve que la notion de divination dans le jeu-là est bien foutue, bien représentée. Le jeu aussi vous permet de faire les arts occultes, mais alors là on est vraiment dans la magie, la magie pure, hein. Donc là ça dépend de l'orientation de votre campagne. Est-ce que vous voulez la jouer plus historique ou plus fantastique? Ça c'est vraiment votre à vous de dire qu'est-ce que votre vision du jeu, quoi. En sachant qu'effectivement, tout ce qui est théoriquement, et ça c'est historique, tout ce qui est sorcellerie est totalement banni de Rome depuis moins 245, hein. Cela a même été renforcé par Sylla en moins 80, je sais plus combien, 81 je crois, quelque chose comme ça, qui associe la sorcellerie au poison. Donc un magicien, on va dire, entre guillemets, à Rome, c'est assez mal vu, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce jeu? Oui, il y a quand même, ah oui, le gros point fort en fait d'Imperator,
c'est en fait toute sa partie historique. Vous avez à peu près vous avez 65 pages on va dire, un autre jeu, je dirais, de setting. Là, vous avez 65 pages sur l'Empire romain, sur les coutumes, sur la manière de vivre des Romains, enfin, vous allez avoir tous les éléments, même si vous ne connaissez pas beaucoup le sujet, pour pouvoir maîtriser quelque chose de cohérent dans cette époque antique. Et le tour de force qui est fait ici, c'est que ce n'est jamais rébarbatif. C'est suffisamment précis, mais ce n'est pas rébarbatif. C'est vraiment un plaisir à lire, hein. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé toute cette partie sur l'Empire de Rome. Je vais vous montrer un peu le contenu de ce paragraphe, si vous le voulez bien. Donc voilà, donc le fameux paragraphe, la fameuse partie historique du jeu. Donc l'Empire de Rome. Donc là, vous allez avoir une chronologie de l'histoire de Rome. Ce qui est noté en violet, là, c'est le début de la période du jeu et la fin. Le jeu peut s'étaler sur cette période-là. En fait, c'est pas une obligation, c'est un conseil en fait, du concepteur. Voilà, donc en fait, la République romaine, les guerres, les différentes crises intestines à la République. Là, vous avez un peu une histoire, un petit historique, vous voyez, c'est quand même pas très long et c'est vraiment bien foutu. L'Empire en lui-même, avec les différentes provinces, hein, donc vous avez une présentation rapide des provinces, mais en fait qui vous donne quand même, qui vous permettent de savoir où vous mettez les pieds. Donc les différentes provinces de l'Empire, hein, l'Hispanie, l'Italie, la Judée, la Syrie, etc., etc. Il y en a un certain nombre. Après, là, vous avez, vous voyez, toutes les coutumes romaines. Donc, en fait, la monnaie, l'économie, les aqueducs, les différentes constructions, l'architecture, l'art des bains, car effectivement, les bains, c'est quelque chose de très important pour les Romains. La politique. Donc là, vous avez un peu une présentation de la politique d'une manière un peu générale, hein, parce que la politique a quand même beaucoup évolué dans tout le temps que l'Empire, dans tout le temps où pas l'Empire, dans tout le temps où Rome a existé. L'organisation militaire. Enfin, bon, voilà, on va pas passer 2 heures là-dessus. Mais en fait, vous avez, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez tout pour pouvoir jouer. Les divinités, les héros divinisés, les religions importées. Vous voyez, vous avez Rome, enfin bon, vous avez vraiment tout pour pouvoir jouer dans l'Empire, dans Rome, dans ce Rome antique, sans vraiment être spécialiste de la chose. Donc moi j'aime beaucoup, c'est bien foutu ça. Hein. C'est vraiment bien foutu. Ah, je vais conclure en fait, ce petit blabla sur Imperator en vous présentant ce qui est le reste de la gamme, hein, ce qui est sorti pour ce jeu. Donc en fait, la première chose qui était sortie, ça s'appelle l'Aigle de Rome, qui est une grosse campagne, hein, une vingtaine de scénarios, qui vous propose d'accompagner César depuis son ascension jusqu'à sa chute. Donc une campagne historique sur une vingtaine de scénarios. Les derniers ouvrages qui sont sortis, vous avez Pompéi, les derniers jours. Déjà, cette couverture est vraiment superbe. L'illustration est magnifique. Bien, alors, Pompéi. Pompéi, comment ce supplément s'articule. En fait, nous avons... Donc, on va prendre, là, par exemple, nous avons la carte de Pompéi. Et pour chaque lieu connu qui ont été exhumés des ruines, chaque villa, etc., elles sont reprises dans le livre, et à chaque fois, en fait, nous avons donc la description de la ville, enfin du bâtiment, et toujours un NPC, en fait, un personnage, en fait, associé à ce bâtiment. Et ça donne très vite vie en fait à la ville. D'ailleurs, ville qui vous pouvez vous inspirer pour n'importe quelle ville romaine. Hein. Vous n'êtes pas obligé de jouer vraiment à Pompéi. Prenez dans n'importe quelle maison, vous pouvez les mettre dans n'importe quelle ville
romaine. Là, par exemple, l'école de gladiateurs. Vous voyez, l'armurerie de Mars, donc l'armurerie de Mars. Voilà, donc on vous explique que c'est la ville du Sus Sepunius, qui est un ancien affranchi qui a repris l'échoppe. Vous voyez, on a un petit background à chaque fois, ça vous donne des NPC sympas. Ces illustrations toujours belles à l'intérieur des bouquins, c'est vraiment chouette. Voilà, donc en fait, voilà où vous avez la structure en fait de la description de la ville. Et à la fin, donc je ne vais pas vous faire la description totale de la ville, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et à la fin, en fait, vous avez effectivement un certain nombre de scénarios. Vous voulez aller affronter une autruche dans l'arène? Voilà. Allez à Pompéi et vous allez vous amuser. Faites gaffe quand même, portez le premier coup, ça fait mal les autruches. Voilà, donc les derniers jours de Pompéi, là par exemple, vous voyez, vous avez la semaine avant l'épreuve, l'accident en fait de Pompéi, l'éruption du Vésuve, et vous allez vivre les derniers jours. Peut-être les derniers jours de votre perso aussi, si ça se passe pas bien. Voilà, donc ça c'est Pompéi, c'est vraiment un petit supplément très sympa. Enfin un supplément très sympa. La Judée aussi, voilà. Un autre supplément qui est sorti il y a peu, donc avec Pompéi et Africa, c'est la Judée. Donc la Judée, en fait, va vous reprendre, c'est un setting, donc sur toute la Judée. Ça va représenter, enfin, c'est pas qu'un setting, en fait, ça va représenter, vous avez 53 pages, en fait, de setting, en fait, la géographie, l'histoire de la Judée, etc. Donc, voilà, la province romaine. On a des trucs un peu rigolos. Voilà, vous avez quelques artefacts, l'arche d'Aléon, c'est sympa d'avoir l'étape de la loi, c'est toujours sympa d'avoir ça, les trompes de Jéricho. Donc voilà, quelques artefacts en fait décrits ici, des artefacts légendaires bien entendu. Et ensuite, on a toute la campagne. Alors la campagne représente 80 pages, effectivement. Donc la campagne, en fait, les apôtres de la nouvelle foi, cette fois-ci, plutôt que de suivre la vie de César, là, nous allons plus ou moins suivre la vie de Jésus. Enfin, la vie et surtout son influence, en fait, sur la Judée. Et, donc là, vous avez toute une campagne de la même manière. Voilà, donc après sa mort et au-delà. Voilà, donc ça, c'est la Judée avec ses annexes, quelques nouveaux avantages, des précisions. Voilà, donc ça c'est la Judée, un supplément et une nouvelle campagne. Et le dernier ouvrage sorti s'appelle Africa. Africa va vous décrire effectivement toute la province, les provinces romaines d'Afrique du Nord. Donc, qui s'étendent, donc vous voyez, de la Mauritanie à Nimidi, et donc en fait, ça s'étend en fait de la Mauritanie occidentale jusqu'à l'Afrique proconsulaire, qui est la Tunisie et la Libye. Donc en fait, vous allez avoir son économie, toute son histoire, les peuples qui y habitent, les langues parlées, etc., etc. Et vous avez ensuite une description en fait de toutes les grandes cités romaines. Donc Carthage, la nouvelle Carthage. Voilà, donc vous avez la description de la ville, l'amphithéâtre, son hippodrome, son port, les villas romaines, etc., etc. Césarée de Mauritanie, pareil, donc vous avez un certain nombre de villes qui sont décrites, comme ça, avec à chaque fois des NPC, des personnages, des personnages non joueurs dont vous pouvez intégrer dans votre campagne, dans vos scénarios. Et à la fin, vous avez un scénario, vous avez différents scénarios, vous en avez plusieurs pour tout ce qui est des scénarios qui se passent en Afrique du Nord, dans les provinces romaines d'Afrique du Nord.
que les armes cèdent à la toche. Il y en a un certain nombre, je ne sais plus combien, mais il y a de quoi s'inspirer et de quoi faire jouer, effectivement, rien qu'avec ces suppléments. Voilà, ça, voilà, un feuilletage très rapide, en fait, d'Africa et des différents suppléments qui existent jusqu'à présent pour cette superbe gamme qu'est Imperator. En sachant qu'en fait le jeu, il doit y avoir encore, en, en prévision, il y a une suite de l'Aigle de Rome qui est prévue, hein, qui va être la suite donc avec Auguste. Un gros bouquin sur Rome en elle-même, donc une belle gamme, vraiment une très belle gamme. Si vous voulez vous essayer au jeu historique, franchement, Imperator, et que vous aimez la romantique, Imperator, c'est vraiment très très bon. Essayez-le. En tout cas, moi j'aime bien. On va d'ailleurs en fait, on doit lancer d'ici peu. Je dois lancer d'ici peu effectivement la campagne L'Aigle de Rome. J'essaierai de faire peut-être un ou deux actual play dessus pour vous montrer un peu le jeu en lui-même. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est une belle réussite, un très bon jeu de Bruno Guérin. Ma foi, si le cœur vous en dit, jetez un coup d'œil dessus, c'est vraiment sympa. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Imperator. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci. Merci.